Comment vendre de l'immobilier? On invite dans ce nouvel épisode Sophie Ardouin qui va nous expliquer les arcanes des agents immobiliers. On va voir avec Sophie les stratégies commerciales à mettre en place sur ce secteur si particulier, les qualités qui font un bon vendeur immobilier, les difficultés mais aussi les opportunités de ce métier et surtout les enjeux de demain sur ce secteur qui concerne l'ensemble des Français. À la suite de l'épisode, je vous invite à vous abonner aux Chroniques de la Vente pour recevoir le meilleur de la veille décalée sur la vente, à aller visiter notre site web vive.fr pour entraîner vos commerciaux et à télécharger notre playbook de vente si vous voulez construire votre propre machine de vente. Bel épisode! Je voulais également vous parler de HubSpot avant de commencer l'épisode. On en parle souvent dans ce podcast, mais les CRM sont la plupart du temps inefficaces et freinent votre croissance. La plateforme CRM évolutive de HubSpot réduit les frictions et la complexité et va aider vos équipes marketing, commerciales et services clients à collaborer pour créer des expériences exceptionnelles. Pour en savoir plus, rendez-vous sur hubspot.fr et contactez-les de ma part. Je suis très content que HubSpot me fasse confiance et soit partenaire des héros de la vente. Bon épisode! Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode Les Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Ardouin. Sophie, bonjour. Bonjour Alex, bonjour à tous. Alors Sophie, nous on s'est rencontrés il y a quelques années au sein d'un incubateur de start-up à Toulouse. Tu étais dans une autre entreprise qui s'appelle Selecta et aujourd'hui tu fais complètement autre chose. Tu vas nous expliquer, c'est d'ailleurs le sujet du jour. J'en profite pour te demander, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs ? Oui, avec plaisir. Et en tout cas, merci de ton invitation, Alex. Donc, je suis Sophie Ardouin, j'ai 31 ans et je suis gérante d'une agence immobilière Awimo 64 qui se situe sur Anglette. Donc, pour situer un petit peu plus la ville, on est entre Biarritz et Bayonne, donc sur la côte basque. Et c'est une agence, effectivement, qui existe depuis 11 ans. Je vous parlerai un petit peu plus de l'histoire tout à l'heure. Donc après, pour me présenter, on va dire par rapport au parcours, j'ai un bac plus 5, principalement dans le commerce. Donc j'ai commencé effectivement ma vie active en vendant des sites internet, des logiciels avec ProWeb CE sur Bordeaux, donc toujours dans le sud. Et après, pour des raisons personnelles, j'ai décidé de monter un petit peu plus dans le nord. Enfin pour nous, en tout cas au Pays Basque, effectivement, c'est le nord, Ouais. En région centre, à Orléans. Et là, effectivement, j'ai commencé chez Selecta en tant que responsable développement pour des grosses entreprises de plus de 200 salariés. Et le sud et la chaleur m'a un peu manqué. Donc, une année après, j'ai demandé ma mutation sur Toulouse. Et donc, effectivement, je suis arrivée à Toulouse et c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. Et mon père m'a proposé il y a 4 ans, puisque du coup, Awimo 64, c'est son agence. C'était en tout cas son agence, sa création. Il m'a proposé de redescendre dans le sud et de reprendre l'agence. Et donc, j'ai sauté sur cette occasion, et accepté ce challenge de devenir effectivement gérante d'une agence immobilière sur la côte basque. Voilà, donc vous l'avez compris, ça va être le sujet du jour, c'est la vente dans l'immobilier. Ce que je trouvais intéressant, c'est que toi, tu as un parcours de vente avant l'immobilier. Et que aujourd'hui tu es à la fois donc agent immobilier, mais tu es aussi directrice d'agence. Donc tu vas pouvoir nous donner un bon aperçu de ce monde-là. Alors déjà tu es dans un environnement, je crois, qui est plutôt sympa. La côte basque, ça fait un peu rêver du monde. Donc ça doit être un cadre agréable, j'imagine. Ah, on est pas mal. Faut dire qu'effectivement, faire des pauses entre midi et 2, aller surfer, aller courir, ou le matin ou le soir, je pense qu'il y a pire comme environnement pour vivre et pour travailler, oui. Ouais, par contre, j'imagine, ça doit être un marché tendu avec, tu vas nous expliquer tout ça, mais avec là aussi pas mal de concurrence, j'imagine. Effectivement, c'est une région qui est très attractive, autant à titre personnel que professionnel. Donc, à titre professionnel, on a plus de 200, 300 agences rien que sur le BAB. Donc, le BAB, c'est Bayonne, Anglette, Biarritz. Donc, D'accord. Effectivement, c'est très concurrentiel. D'accord. Alors, pourquoi tu as accepté de faire ce sujet sur la vente dans l'immobilier ? Pourquoi c'est important pour toi de nous raconter un peu les coulisses de ce monde ? Alors, c'est important parce que dans l'immobilier, il y a plusieurs facettes.
Déjà, on va s'occuper de 2 clients différents et après, bien sûr, de plusieurs partenaires dans cette vente. Mais on va se focaliser effectivement sur les 2 clients. Il faut trouver un compromis entre un acquéreur qui a effectivement ses critères, son budget et concilier effectivement ce compromis-là avec des vendeurs qui ont aussi leur intérêt. Il faut savoir que dans l'immobilier, c'est quand même, quand vous achetez dans l'immobilier, c'est l'achat le plus important de votre vie. Vous allez emprunter une somme importante qui peut, vous allez du coup emprunter sur 15 jusqu'à 25 ans en moyenne et même jusqu'à 30 ans. Donc, c'est un acte qui peut être anxiogène. D'où l'importance effectivement de la vente pour accompagner l'acquéreur et le vendeur, mais aussi effectivement pour les rassurer. Donc, il y a toute une dimension un petit peu psychologique. Ouais. Alors c'est vrai que c'est assez paradoxal, mais l'agent immobilier, quand on réfléchit à sa fonction, il a un client donc qui est le vendeur de la maison ou de l'appartement, donc qui est son client, mais il a aussi un autre client qui est l'acheteur, et donc les intérêts de chacun sont opposés. Il y en a un qui veut vendre au plus cher et l'autre qui veut acheter au moins cher. Comment tu vis ce paradoxe qui doit être assez particulier? Alors après, effectivement, on le prend, on va dire, à la source, c'est-à-dire que déjà, la base d'un bon agent immobilier, c'est d'avoir plusieurs mandats. Pour avoir plusieurs mandats, il faut prospecter. Alors après, il y a différents moyens de prospection. On les verra peut-être tout à l'heure. Mais pour effectivement avoir un bon mandat, autant pour un vendeur que pour un acquéreur, il faut développer comment effectivement on arrive à cette estimation-là. Donc, on le fait sur 2 rendez-vous, en tout cas au sein de notre agence. On fait ce qu'on appelle un premier rendez-vous, un R1, donc chez le client, vendeur. On se déplace chez lui, on fait une fiche technique du bien, on prend effectivement des photos, des mesures, et surtout, en plus de tout ce côté technique, on va faire une belle rencontre. Donc moi, c'est ce que je conseille à mon équipe, c'est toujours d'y aller sans pression, d'aller rencontrer une personne, de comprendre qui est cette personne, quelles sont ses aspirations, quel est son projet et surtout qu'est-ce qu'elle attend de nous. Et ensuite, par rapport à toutes ces informations-là, on va se poser à l'agence, faire un travail, un dossier d'estimation. Donc, c'est une analyse effectivement du marché pour pouvoir prouver quelques jours après ou une semaine après au vendeur, lui expliquer comment on arrivait effectivement au prix de l'estimation. C'est pas un prix qui est sorti du chapeau. C'est pas un prix que l'on dit au premier rendez-vous. C'est vraiment une étude qui est approfondie. Et effectivement, après tout ce déroulement au deuxième rendez-vous, il se passe la plupart du temps à l'agence puisque le client nous a invités chez lui. Nous, on l'invite du coup chez nous et on lui explique effectivement qu'on a une tranche de prix, puisque une estimation, le terme c'est estimatif, c'est pas une science exacte, et on lui explique que ce prix-là semble cohérent par rapport au marché. Ouais, Et donc ensuite, on décide avec lui du prix. d'accord, donc en fait, dans ces missions-là, tu donnes une satisfaction au vendeur en estimant bien son bien, euh, Exactement. et à la fois à l'acquéreur qui va acheter un bien qui est au prix du marché, et où tu vas lui conseiller aussi en fonction de ce qu'il recherche, et c'est là où réside le talent de l'agent immobilier. Alors j'ai l'impression, pour l'avoir vécu plusieurs fois, que dans ce monde très concurrentiel, tu as autant de stratégies de vente que d'agents immobiliers. Toi, c'est quoi un peu ta stratégie commerciale? Alors, ma stratégie commerciale, donc c'est vraiment effectivement d'avoir toujours ces 2 visions vendeur-acquéreur. Là, on a parlé vraiment de la vision vendeur, qui est d'avoir une approche effectivement commerciale, mais également psychologique et humaine. Et sur la partie acquéreur, ça va être ces 3 dimensions, mais de manière différente, puisque l'acquéreur, on va le recevoir à l'agence ou on va faire un point téléphonique approfondi avec lui. Ça peut durer jusqu'à 1 heure en posant effectivement plusieurs questions. Donc là, c'est la technique de l'entonnoir. C'est-à-dire qu'on va poser d'abord des questions ouvertes. Quel est votre projet immobilier? Pourquoi vous recherchez sur ce secteur? Depuis combien de temps? Ensuite, savoir s'il a déjà visité des biens. Qu'est-ce qui fait qu'il ne s'est pas encore positionné? Les critères indispensables, les 3 critères indispensables, 3 rédhibitoires. Et en fonction, en quelque sorte, de ce cahier des charges qu'on sera en train d'écrire avec lui, du coup, c'est une collaboration toujours, c'est un partenariat. Après, on va du coup cibler ensemble des biens qui peuvent lui correspondre. Parce que la pire des choses dans l'immobilier, et je pense que tu l'as peut-être vécu comme d'autres acquéreurs, c'est de visiter des biens qui ne vous correspondent absolument pas. Parce que c'est des biens que les agents immobiliers ont en stock, c'est-à-dire qu'ils ont du coup un mandat à l'agence, et c'est pas le but. Nous, on préfère aller chercher des biens que des confrères ont et faire des partenariats avec des confrères
pour vraiment cibler les biens qu'on va visiter avec nos clients parce que ça correspond à leurs attentes. Donc, on va toujours effectivement bien connaître son vendeur, bien connaître son acquéreur pour du coup concilier son projet de vie. Donc ça, c'est vraiment les deux dimensions, acquéreur et vendeur, sur lesquelles on va se focaliser. D'accord. Et donc sur ce marché tendu de l'immobilier, donc on a plus de demandes que d'offres. Est-ce Tout à qu'on fait. n'a pas tendance, quand on est agent immobilier, à privilégier néanmoins le vendeur plutôt que l'acquéreur? Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé de donner mes comment dire, mes besoins parce que j'étais acheteur à plusieurs agents immobiliers, mais je n'ai jamais eu de retour ou d'appel ou de relance de certains agents. En général, ceux qui relançaient, c'était souvent les meilleurs, hein, selon moi, mais comment tu vis un peu la chose? Alors, pour te donner un exemple, Alexandre, sur notre secteur, quand on rentre une maison, on peut avoir 50 appels dans la journée. Donc oui, c'est compliqué de traiter tous ces clients. Donc après, il faut se focaliser sur les clients qui ont un vrai projet parce qu'aussi, on a beaucoup de curieux qui Ouais, nous appellent ou des gens qui souhaitent comparer. Donc déjà, il faut faire un tri. Ensuite, dès qu'on a un acquéreur sérieux face à soi, par exemple toi qui as un projet immobilier, si on voit que tu as un projet assez rapide, que tu as déjà validé ton financement, ça c'est important aussi. Sinon, on conseille de passer par des courtiers avec qui on peut être amené à travailler. Mais par contre, le conseil que je donne à l'équipe, c'est effectivement de s'occuper aussi bien d'un acquéreur que d'un vendeur. Même si la base de notre métier, ça reste la rentrée de mandat. Si on n'a pas de mandat, on ne peut presque rien proposer à nos acquéreurs. Donc, c'est un peu le chien qui se mord la queue. Donc, il faut déjà à la base avoir beaucoup de mandats, plusieurs mandats, en tout cas qualitatifs, donc beaucoup prospecter sur différents supports pour ensuite, du coup, proposer à l'acquéreur des biens qui peuvent lui correspondre, soit dans notre stock, soit effectivement chez les confrères. Et d'accord. il faut toujours se dire qu'un acquéreur sera un potentiel vendeur plus tard, qu'un potentiel vendeur sera un potentiel acquéreur. Et par exemple, quand on fait de la prospection physique, un locataire va être un potentiel acquéreur peut-être, et même peut-être un potentiel vendeur. Donc chaque contact est important et il faut vraiment prouver qu'on est professionnel et qu'on assure un suivi. Oui, puis j'imagine que t'as, comme dans toute vente, tu as aussi une notion de bouche à oreille. Donc, si tu fais bien ton travail à la fois pour l'acquéreur et le vendeur, ça peut t'apporter d'autres clients. Oui, tout à fait. Et à l'agence, on travaille énormément avec ce système de recommandation. D'accord. Les clients nous recommandent par eux-mêmes ou alors nous-mêmes en tant que commerciaux, on les appelle pour prendre bien sûr des nouvelles qui sont sincères et on leur demande si effectivement dans leur entourage, des personnes ont des projets immobiliers, on reste à leur écoute. Et ça marche D'accord. très bien les recommandations. À 80% des cas, dès qu'on est recommandé, on fait la vente. D'accord, OK. Tu nous as dit, la base du métier, c'est de trouver de nouveaux mandats, donc de nouveaux biens. Donc la prospection, j'imagine, est très importante. Est-ce que tu peux nous dire un peu, quel temps, vous passez, vous, à l'agence dans la semaine à prospecter? Ou tu peux nous donner un Alors, pourcentage et aussi, ouais. c'est quoi les moyens mis en place pour prospecter? Qu'est-ce que vous mettez en place? Moi, je connais la prospection dans le monde du logiciel, mais dans le monde immobilier, comment ça se passe? Alors la prospection, c'est vraiment la base du métier en tant que conseiller immobilier. C'est pour ça que je suis d'accord avec certaines émissions télévisées, on va dire, qui mettent en avant le métier d'agent immobilier. Je citerai pas le nom, mais je pense que tout le monde pense à cette même émission. Donc, qui a un peu redoré le blason et l'image des agents immobiliers en le rendant un peu plus humain, plus à l'écoute. Mais par contre, c'est une vision qui est biaisée puisque cette vision ne montre que les visites. Ouais, Or, la prospection, ça nous prend à peu près 80% de notre temps. 80%? Donc, c'est beaucoup. Ouais, Ah ouais, 80%. d'accord, ouais. C'est vrai que quand on est particulier, on peut imaginer que l'agent immobilier passe ses journées à visiter des biens, mais en fait, pas du tout. Non, en tout cas pas au sein de l'agence. Nous D'accord. vraiment, voilà, on se focalise à avoir plusieurs mandats qualitatifs pour pouvoir du coup proposer plusieurs biens à nos clients acquéreurs. L'un va D'accord. avec l'autre. Donc après, il y a différents supports pour pouvoir prospecter. On va avoir le basique, qui est effectivement le porte-à-porte. Donc là, on va faire ce qu'on appelle des îlots, c'est-à-dire sur des secteurs définis, à peu près 2000 boîtes aux lettres. Et l'objectif effectivement du métier, c'est vraiment d'être vu, reconnu de tous, être un peu le référent local. C'est-à-dire quand vous vous promenez dans la rue, à force effectivement de faire ce secteur,
les gens vous reconnaissent et donc les gens vont même venir vous voir pour vous donner une information. D'accord. Donc ça, c'est le but ultime effectivement de l'agent immobilier. Après, il y a des petites techniques. On est là effectivement pour se donner des astuces aussi. Dans la prospection, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prospecte pas très loin de l'agence et pas très loin de son domicile. Donc, ça nous permet de nous présenter à double titre. Un, effectivement, comme voisin personnel ou professionnel avec l'agence. Et deux, effectivement, en tant que conseiller immobilier. Donc, ça, c'est la première chose. Après, quand on ne trouve pas les personnes chez elles, parce qu'on prospecte parfois sur nos heures de travail, donc qui sont aussi les heures de travail de toi et de toutes les personnes chez qui on sonne. Si on n'a personne, à ce moment-là, on met ce qu'on appelle un flyer. Et ce flyer, souvent, on communique sur les biens qui sont à la vente dans le quartier ou alors qui ont été vendus. Donc, on communique sur les succès avec les avis clients. Ça marche plutôt bien. Mais également, on a testé il y a 2 ans des flyers différents qui ne se font pas forcément dans le secteur de l'immobilier. Par exemple, des quiz, à savoir à combien pensez-vous que cette maison s'est vendue et avec 3 solutions et les réponses du coup au dos du flyer. Et ça nous permet aussi d'échanger encore plus avec les gens qu'on rencontre. Donc ça, D'accord. c'est un des moyens effectivement, mais qui prend du temps parce qu'on tombe pas toujours sur des personnes qui ont des projets de vente ou d'achat. Ouais, quand tu parlais, je pensais à un épisode que j'ai fait sur les moyens innovants de prospection et je pensais à une boîte qui s'appelle Manuscrit et qui te permettent Ouais. d'envoyer des lettres manuscrites, mais de manière automatique. C'est peut-être quelque chose à tester dans ton secteur. Oui, et je l'ai noté clairement et j'aimerais bien, si tu as le contact, que tu puisses me l'envoyer parce que oui, ça nous intéresse clairement. Quand on a une information d'un bien qui est à la vente, on va sonner chez la personne. Si on la trouve pas, on laisse nous-mêmes bien sûr un mot manuscrit. Alors un mot manuscrit, c'est plutôt facile à faire, mais par exemple pour le Nouvel An, souvent pour Noël et le Nouvel An, on envoie une lettre manuscrite à nos clients. Effectivement, ça prend énormément de temps. Donc cette application peut vraiment nous aider. Ouais. Autre réflexion, je me disais, faire du porte-à-porte, ça doit être plus sympa de le faire sur la côte basque que dans le Nord-Pas-de-Calais. Alors, même qu'Orléans, c'est sûr qu'effectivement, entre Orléans et la côte basque, je préfère un petit peu plus mon coin, quitte à paraître un peu chauvine, mais effectivement, oui, c'est un environnement qui est agréable. Ouais, j'imagine. Est-ce que vous faites aussi de la prospection téléphonique ? Oui, tout à fait. Alors voilà, le deuxième moyen, il y en a plusieurs. Donc effectivement, il y a la prospection physique avec ce porte-à-porte et ces flyers. Il y a également la prospection téléphonique, c'est ce qu'on appelle la pige. Donc la pige, c'est quoi? On prend par exemple le site Le Bon Coin ou alors d'autres sites, mais celui-ci c'est un des plus connus et on contacte les personnes qui ont un projet de vente et qui souhaitent vendre en direct. Donc souvent dans l'annonce, il y a marqué en gros agence s'abstenir. Ouais. Donc oui, on sait lire. mais le but et l'astuce, effectivement, c'est toujours pareil, c'est de vraiment écouter la personne et de s'intéresser non pas à son projet de vente, puisque la personne a une dizaine d'appels d'agents immobiliers qui, effectivement, lui proposent un mandat ou une estimation ou un client. On a tous des clients, on peut tous faire des estimations, mais plutôt lui demander si vous avez un projet de vente, c'est que vous avez un projet d'achat. Est-ce que vous pourriez me parler un petit peu plus de votre projet d'achat et est-ce qu'on peut se rencontrer pour parler de ce projet-là et bien sûr par la suite de votre projet de vente. Donc ça permet d'ouvrir une porte puisque du coup on va s'intéresser aux deux projets. Tu sais, tu as un peu de stats là-dessus, c'est-à-dire quand tu appelles, je sais pas 10 personnes qui ont une maison en vente sur Le Bon Coin, tu arrives à avoir 2 mandats, 1 mandat. Est-ce que tu as des stats un peu? Alors j'ai pas vraiment de stats, mais effectivement, on va dire sur une dizaine d'appels, on n'en a pas souvent 10 de maisons en vente de particulier à particulier. Mais on va dire si on était sur une dizaine, je dirais qu'on peut au moins obtenir un mandat. Parce qu'après, nous, notre stratégie, c'est vraiment de travailler sur le mandat exclusif parce qu'on sait qu'on vend systématiquement dès que nos vendeurs écoutent nos conseils, on vend. Donc, en moyenne, effectivement, un mandat. Après, des mandats simples, c'est-à-dire des mandats où il peut y avoir plusieurs agences, on pourra en avoir beaucoup plus. Alors, on en a, mais c'est encore une autre stratégie. Et en plus, effectivement, de cette pige, on fait des appels et des relances de clients. Donc, clients, acquéreurs, vendeurs au sein de l'agence. Là, tu vois, par exemple, on t'aurait appelé si tu étais passé par notre agence pour savoir où est-ce que tu en es, si effectivement tu avais trouvé ton projet immobilier.
et échanger ensemble et puis voir quand est-ce qu'on peut se revoir pour affiner ton projet ou alors te faire visiter des biens. Donc, ces relances clients, effectivement, ça reste important et le téléphone, ça permet d'avoir un contact direct en un rien de temps. D'accord. D'accord. Est-ce que tu as pensé, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup là aussi dans le monde du logiciel, à scinder les activités, c'est-à-dire avoir, quelqu'un plutôt spécialisé dans la prospection téléphonique, quelqu'un plutôt dans les visites, ou tu penses que c'est, le meilleur moyen de perdre, tes collaborateurs parce que, ils vont vouloir, enfin, ce sera trop monotâche. Est-ce que tu as pensé un peu à ça ou c'est vraiment pas quelque chose qui est très institué dans le monde immobilier? Alors oui, j'y ai pensé. Effectivement, je trouve que c'est une réflexion intéressante que tu as parce que dans mon précédent métier, donc chez Selecta, on avait les chasseurs. Donc les chasseurs, ce sont ceux qui Ouais. vont aller à la pêche effectivement aux nouveaux clients et les éleveurs qui effectivement fidélisent. Alors c'est un jargon, hein, qui Ouais. fidélisent du coup les clients. Dans l'immobilier, on peut avoir un petit peu la même chose, en tout cas dans les profils. Moi, au sein de l'agence, j'ai des personnes qui vont plus facilement gérer les acquéreurs, d'autres qui vont plus facilement gérer les vendeurs et un autre, effectivement, qui va gérer un petit peu mieux les deux. Mais dans ce métier, il faut connaître les deux facettes. Donc, il faut être présent sur tous les supports, il faut prospecter sur tous les supports et savoir aussi bien gérer un client acquéreur en visite, mais on n'a pas que les visites, il y a aussi le rassurer sur les différentes étapes de son achat que effectivement rentrer un mandat et ce côté un peu plus commercial au niveau du vendeur. Donc dans l'immobilier, moi je dirais que je ne pense pas qu'on puisse spécialiser une personne sur effectivement les acquéreurs et l'autre le vendeur. On Ouais. peut un peu plus, alors ça se fait automatiquement. Il y a des personnes qui vont plus rentrer des mandats et d'autres qui vont plus en sortir. Mais pour moi, il faut toucher à tout pour être un bon conseiller immobilier. D'accord. OK, très bien. Est-ce que tu as d'autres, moyens de prospection que tu utilises? Oui, tout à fait. Bah, après, le métier de conseiller immobilier, c'est surtout aussi un métier de réseau. Donc, on travaille beaucoup avec justement des recommandations, des prescriptions. Donc, il y a différents cercles effectivement de réseau qui peuvent nous apporter ces recommandations-là. Le premier cercle, ça va être la famille, les hobbies. Le deuxième cercle, ça va être plus le cercle professionnel. Donc, par exemple, on peut avoir des notaires qui ont confiance en nous, qui vont nous recommander, des juristes, des avocats, des courtiers, les commerçants du quartier. Par exemple, au sein de notre agence, ben moi, je fais partie des commerçants du quartier. Et donc, ça me permet effectivement de connaître un petit peu plus le tissu économique. Et s'il y a en tout cas une agence à recommander, normalement, les commerçants se tourneront plus vers moi. Et comme je te disais, la recommandation, clairement, ça marche très bien. On a un taux de transformation qui est hyper important par rapport à un contact un peu plus froid que l'on ne connaît pas. Ouais. Après, la deuxième chose, donc on a vu effectivement la prospection physique, téléphonique, le réseau. Donc le réseau, il faut le créer, l'entretenir et l'agrandir surtout. Et comment on fait? Bah, on le fait de manière avec ces trois moyens de prospection, mais aussi de manière, on va dire, un peu plus virtuelle avec les réseaux sociaux. Ouais, Avant, c'était un métier. c'est ce que j'allais Vas-y. te demander. Est-ce que, tu fais aussi des choses sur les réseaux sociaux, et sur quels réseaux sociaux? Parce que moi, dans ma tête de commercial B2B, je pense à LinkedIn, mais est-ce que c'est adapté ça pour l'immobilier, là où vous êtes plus sur de la vente, aux consommateurs directs, en plutôt B2C? Oui, alors on est présent en fait sur quasiment tous les supports de réseaux sociaux. Donc Ouais, autant sur LinkedIn que effectivement Facebook et sur Instagram. Pourquoi? Parce qu'on va toucher des tranches différentes d'âge et des personnes différentes, des profils différents. d'accord. Par exemple, LinkedIn, on a déjà fait une vente grâce à LinkedIn puisque c'est pas parce qu'on est professionnel qu'on n'a pas un projet effectivement d'achat et de vente. Et donc, ça nous permet, de toute manière, c'est un des supports qui nous permet toujours de faire parler de nous. Donc, toujours dans cet objectif d'être vu, revu et reconnu. Toujours avec la même photo, avec à peu près le même descriptif. Et donc, les gens, du coup, vous repèrent très bien. Même, par exemple, dans des soirées, des personnes peuvent vous connaître grâce à ces réseaux sociaux. Donc, oui, ça a une importance et d'être présent vraiment sur les trois. Et Par là, exemple, les sur pardon.
Vas-y, vas-y. Là, les réseaux sociaux, c'est chaque agent immobilier de l'agence s'en occupe un peu, ou c'est quelqu'un qui a cette tâche dédiée, ou tu sous-traites cette partie-là. Comment tu fais? Alors avant, je m'en occupais. Ouais. Et petit à petit, j'avais un petit peu moins de temps, pour être totalement honnête. Donc, je m'occupe de certains posts où on fait, par exemple, des storytelling. Là, mardi, on a communiqué sur les 11 ans de l'agence, sur l'histoire familiale, puisque du coup, je l'ai pas précisé, mais c'est mon père qui a créé cette agence il y a 11 ans. On n'est pas franchisé, on est à notre compte. Je l'ai rejoint il y a 4 ans, on était tous les deux et j'ai racheté effectivement l'agence, il me l'a transmise avec les valeurs et traditions. Et maintenant, effectivement, on est 5 personnes au sein de l'agence, donc 4 commerciaux et une assistante. Ouais. Et donc, on communique effectivement de manière ciblée. Mais maintenant, j'ai quelqu'un au sein de l'agence qui gère la communication parce qu'elle adore ça et du coup, elle est vraiment missionnée sur nous créer des posts 2 à 3 fois par semaine. D'accord, ok. D'accord. Et est-ce que Et tu après, utilises... Ouais, vas-y. alors un dernier support aussi de communication, bah, c'est le mail. Tout Ouais, voilà, simplement, on j'allais fait te demander. voilà. Bah, voilà, on fait des mailings réguliers, mais sans être oppressant, c'est-à-dire à peu près tous les 2 mois pour communiquer sur une actualité du marché, on va dire général dans l'immobilier, un nouveau diagnostic par exemple. Sur le marché local, ça peut être des événements qui ont lieu sur la côte basque. Et après, effectivement, au sein de l'agence, ça peut être, par exemple, prochainement, ça sera la diffusion du podcast Les Héros de la Vente. Bah oui, oui, avec plaisir. Ouais, ça peut être un bon support, ouais, pour te faire connaître. Alors c'est vrai que toi, tu as la problématique de te faire connaître au niveau local, mais j'imagine que cette région-là, tu as beaucoup de gens qui cherchent pour leur résidence secondaire aussi, donc ça peut peut-être te permettre de toucher des gens qui sont ailleurs que à Anglette. Oui, tout à fait. Nous, on a quand même une cible, on va dire, qui est à... Alors, avant, on était à 90% sur des personnes qui habitent au Pays Basque en tant que Ouais, clients acquéreurs et vendeurs. Maintenant, depuis la crise effectivement du Covid, depuis 1 an et demi, on est plus sur 70%, puisqu'effectivement, on a de plus en plus de personnes d'autres villes qui veulent habiter au Pays Basque, soit vraiment y habiter parce que le télétravail s'y est installé et que du coup, les gens peuvent travailler de loin. Par exemple, s'ils sont sur Paris, sur Bordeaux, ils peuvent vivre au Pays Basque, mais effectivement travailler plusieurs jours par semaine en étant à domicile, en home office. ouais. Après, on reste effectivement quand même basé sur la cible qui est relativement locale. Mais selon les villes, sur Biarritz, ouais, il y a 70% de résidences secondaires, donc la plupart de nos ventes sur Biarritz sont effectivement des personnes de l'extérieur. Avant, il y avait aussi des 70%. étrangers. Ouais. Waouh! Et est-ce qu'il n'y a pas un problème de prix qui augmente et qui empêche les locaux de bien se loger? Totalement. C'est la grosse problématique au Pays Basque. C'est au cœur de toutes les préoccupations qu'on peut avoir même nous en tant qu'agence. Parce Ouais, qu'à un moment donné, si on prend le ratio d'un appartement qui s'est vendu, un T2 par exemple sur Biarritz, qui s'est vendu il y a 3 ans 170 000 euros, qui se vend aujourd'hui 300 000 euros, est-ce que dans 3 ans, on va le vendre 450 000 euros? Voilà, c'est un peu cette réflexion que l'on a et surtout que les salaires sur la côte basque ne sont pas les mêmes effectivement que sur d'autres grandes villes. ouais. On n'a pas encore de solution. Il faudra effectivement que l'État et les mairies y réfléchissent. Ouais, ouais, bien sûr, il y a j'ai vu beaucoup d'articles là-dessus. C'est un peu l'effet aussi qui se passe à Paris où avec les riches touristes qui achètent aussi beaucoup d'appartements qui sont vides toute l'année et du coup les Parisiens sont obligés d'aller en extérieur de Paris. Exactement. Tu as parlé de, donc tu nous as dit, tu as recruté des agents immobiliers. Pour toi, c'est quoi les qualités qu'il faut pour être un bon conseiller immobilier? Alors pour moi, il y a plusieurs qualités. La première que je dirais, c'est quelqu'un qui est passionné de son métier, mais aussi de l'humain de manière générale, parce qu'on doit vraiment mettre au cœur de nos priorités le projet effectivement de notre client. Et c'est des gens qui ne doivent pas compter leurs heures, parce que quand on est dans l'immobilier, alors il y a différents Ouais, statuts, mais souvent on est quand même indépendant.
Donc, on travaille effectivement à son compte, par exemple, pour une agence. Et à ce moment-là, il faut pas compter ses heures. En moyenne, au sein de l'agence, on travaille 50 heures par semaine. Donc, effectivement, c'est beaucoup. Il faut que ces personnes-là aient de l'écoute, de l'empathie et qui effectivement se focalisent sur le projet de leurs clients. Donc ça, c'est la première chose qui est importante pour moi, mais vraiment cette dimension humaine avant tout, parce que de toute manière, vous serez recommandé que si vous faites du bon travail et du bon travail avec un particulier, c'est qu'effectivement, il a confiance en vous. Ouais, en termes d'heures, c'est vrai que l'agent immobilier, souvent, tu fais les visites, sur les heures du soir ou le week-end, j'imagine, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. On travaille effectivement quand les gens sont disponibles, c'est-à-dire, quand ils ont terminé leur journée de travail. Et puis Ouais. après, on est sollicité, le week-end, le samedi, le dimanche, donc on n'a pas et les jours fériés, ça existe pas forcément. Même s'il faut réussir à couper, c'est un métier où c'est compliqué, Et de couper totalement. tu vas continuer, hein, la liste des qualités qu'il faut, mais, est-ce que tu peux rapidement nous décrire, par exemple, une journée type pour voir un peu comment est organisée une journée? Et après on revient aux qualités de l'agent immobilier, selon toi? Oui, pas de problème. Alors, une journée type, en tant qu'agent immobilier, en tout cas, voilà, au sein de notre agence, on commence approximativement un peu avant 9 heures. Donc, on se retrouve à l'agence. Donc là, il y a vraiment un esprit d'équipe. On prend le café, on discute des dossiers, on discute un petit peu à titre personnel. Donc 9 heures arrive, là, on est d'attaque face à notre ordinateur. Donc, on va traiter la partie un peu plus administrative le matin, donc les mails. On fait effectivement, déjà la veille, on a fait notre to-do list, donc on sait exactement ce qu'on a à faire dans la journée. Ensuite, on va commencer à passer des appels. Donc, ça peut être du coup de la pige, par exemple, mais on va plus attendre des horaires fin de matinée, entre midi et deux, début d'après-midi ou fin de journée pour les prospections pige et effectivement prospection physique. Sinon, on va aussi s'occuper des suivis de dossiers. On en parle peu, mais à partir du moment où on a un acquéreur qui a effectivement fait une offre, il faut la défendre auprès du vendeur. Dès qu'on s'est mis d'accord, après, il y a tout le lien à faire et plusieurs documents à récupérer pour les envoyer au notaire ou alors nous-mêmes rédiger le compromis. Donc, c'est le premier acte d'achat. C'est le pré-acte d'achat, on va dire. Ouais, donc Une tu as fois un que ce travail compromis administratif aussi. exactement. Même si on a une assistante, notre assistante est là à mi-temps. Donc, on a un vrai travail de suivi et de lien entre acquéreurs, vendeurs, notaires, banquiers et parfois effectivement des revisites avec des artisans s'il y a des travaux qui sont prévus. Donc, ça prend plusieurs moments de la journée. Donc, on va dire le matin principalement de l'administratif. Fin de matinée, on part en prospection, on fait de la prospection téléphonique. L'après-midi, on continue effectivement cette prospection. On fait également des visites clients et jusqu'au soir où on termine approximativement, on va dire, sur les coups de 18h30, 19h. Mais sachant qu'on a notre portable qui est à titre perso et pro et donc on peut être sollicité parfois jusqu'à tard le soir. D'accord, très bien. Bon, bah, merci pour cette journée type. Ça nous permet de revenir sur les qualités de l'agent immobilier. Oui, voilà. Et donc en plus effectivement de quelqu'un de passionné à titre professionnel pour l'immobilier et par rapport à ses clients, il faut vraiment que ce soit quelqu'un de persévérant parce que les gens n'ont pas des projets d'achat ou de vente parfois dans l'immédiat. Il faut savoir être patient, il faut savoir les attendre, les écouter, les rassurer. Donc il faut savoir être un peu comme un jardinier, c'est-à-dire qu'il faut semer avant de Ouais, récolter et parfois ça prend beaucoup de temps. Moi, sinon, je prends deux exemples aussi sportifs. Un qui me parle puisque j'en pratique, c'est le surf. C'est-à-dire que dans le surf, c'est comme dans l'immobilier et dans beaucoup d'autres métiers, il faut effectivement être persévérant. C'est parfois un sport ingrat où on rame beaucoup et on prend effectivement peu de vagues. Mais à force d'y aller, on va comprendre et on va effectivement s'améliorer. Pour l'immobilier, c'est la même chose. Il faut tout le temps être sur le terrain, tout le temps être en contact avec ses clients pour pouvoir générer des contacts. Il faut jamais en fait s'arrêter de courir. Donc ça, c'est la d'accord. deuxième qualité pour moi qui est importante et qui va effectivement avec la troisième. Il faut quand même avoir la fibre commerciale parce que comme on l'a vu ensemble, la base de notre métier, ça reste la prospection et il faut prospecter sur tous les supports pour pouvoir toujours créer, entretenir et étoffer un petit peu ce réseau qu'on va avoir autour de nous. Et pareil, du coup, faire des découvertes très approfondies des clients.
autant des acquéreurs que des vendeurs. Il faut vraiment poser des questions qui sont pertinentes. Donc, avoir préparé effectivement ces questions et toujours cette technique de l'entonnoir. Et après, deux choses pour terminer qui restent importantes pour moi en tout cas. C'est un métier où il y a un gros déficit de formation. C'est pour ça qu'on retrouve des bons conseillers immobiliers et quand même une bonne partie de conseillers immobiliers qui ne sont pas bons parce qu'en fait, ils ne sont pas assez formés. Alors déjà, il faut s'auto-former parce que de toute manière, on doit faire 48 heures de formation en gros sur 3 ans. Donc, on a un quota effectivement de formation horaire à faire et pour pouvoir effectivement performer parce que il faut être perfectionniste. Par exemple, au sein de l'agence, tous les vendredis, alors j'essaye au moins un vendredi sur 2, on fait des formations à l'agence. On fait des mises en situation, des jeux de rôle. Et en plus, du coup, je les accompagne en rendez-vous, que ce soit estimation, visite acquéreur, notaire, pour pouvoir du coup ensemble savoir quels sont les points forts et quels sont les points améliorés. Donc, on va dire la prise de recul en se formant est importante. D'accord. Bah, écoute, intéressant, c'est une question que je voulais te poser. Est-ce que tu as le temps de te former, de former tes équipes? Ces 48 heures, tu les fais auprès de qui? D'un organisme de formation spécialisé? Comment ça se passe? Oui, c'est des organismes de formation qui sont spécialisés. Il y en a plusieurs. Après, on fait effectivement en fonction de nos besoins, mais c'est quelque chose qui reste important. Par exemple, Ouais, de mon côté, la semaine dernière et semaine prochaine, je fais des formations pour être expert immobilier. Donc, c'est encore une autre branche, mais ouais. pour toujours monter en compétences. Comme on n'est pas une franchise, on n'a pas en fait un réseau de formation en interne. Donc, il faut effectivement aller le chercher. Mais on fait partie de la fédération des agents immobiliers qui s'appelle la FNAIM, qui eux proposent plusieurs formations qui sont vraiment professionnelles et qui sont spécialisées par rapport à notre approche en immobilier, qui est quand même un petit peu particulière. D'accord. Et c'est des formations en ligne ou en présentiel, tu sais ça? Alors il y a les deux. Ouais, Depuis le Covid, on a beaucoup de formations en ligne et en visio. Moi-même, là, je fais effectivement 2 semaines en visio. Alors ça m'attriste parce qu'on n'a ouais. pas le contact en direct, mais d'un autre côté, ça me fait gagner du temps. Donc on va dire qu'on s'y retrouve. D'accord, très bien. Très bien. Et les jeux de rôle que tu fais, c'est, mise en situation avec par exemple, une prospection téléphonique ou un rendez-vous client où tu poses justement les questions de découverte? C'est ça, exactement. OK. C'est alors déjà, on focalise effectivement au début sur la partie commerciale, vendeur, donc prospection téléphonique, prospection physique, le R1, donc le premier rendez-vous pré-estimation, le R2 qui est le rendez-vous de remise d'estimation, mais également, les visites, avec les acquéreurs et les découvertes acquéreurs. Donc à chaque fois, chaque personne, donc on est 4 commerciaux, on prend, un rôle, et l'autre personne du coup doit être, l'agent immobilier. OK, super. Bah, écoute, je vais te faire tester Vive, hein, tu vas pouvoir les filmer. Eh ben, il faudra qu'on en parle aussi. J'y ai pensé et ça me trotte dans la tête. Ouais. En fait, moi, c'est vrai que je démarche plutôt justement les organismes de formation qui vont être ensuite ceux qui vont former tes équipes, mais j'avais pas du tout, imaginé que dans les agences, tu pouvais, mettre en place des mises en situation, mais j'imagine que, c'est fait parce que tu as cette volonté de les faire progresser. C'est pas le cas sans doute dans toutes les agences. C'est une volonté qui est très personnelle Ouais, parce que, on voit que les conseillers immobiliers s'améliorent en, regardant les techniques, de leurs confrères, de leurs collègues, tout simplement. ouais, exactement. Est-ce que je sais que dans le monde immobilier, il y a énormément de gens qui vont sur ce domaine. Est-ce que selon toi, il y a des profils de métiers, qui sont très bons, qui sont peut-être atypiques, mais qui sont très bons dans ce milieu-là? Ou c'est plutôt une question de personnes? Est-ce que tu as des retours d'expérience peut-être que d'agents que tu as vus qui étaient très bons parce que précédemment ils avaient une autre expérience qui ont pu les propulser? Est-ce que tu as un peu cette vision-là ou pour l'instant c'est pas encore assez, t'es pas encore assez, t'as pas encore assez d'expérience dans ce monde-là pour voir des tendances? Alors moi, j'ai remarqué, une tendance, c'est que, un bon agent immobilier, il est pas bon parce qu'il est là depuis 20 ans, ça c'est faux. Ouais, Oui, il va avoir une expérience peut-être plus approfondie sur des dossiers, mais après commercialement, il y a beaucoup de choses à revoir
Donc, ce que je vais en tout cas regarder dans le recrutement, c'est que je vais plus chercher une personnalité. Donc, effectivement, la personnalité, elle peut venir de n'importe quel métier, mais principalement des métiers où on est en contact avec les gens. Donc, on revient toujours à la base de ce métier, en tout cas, de mon point de vue, c'est le côté humain. Donc, je vais rechercher une personnalité qui, effectivement, s'entende bien avec les gens, qui aime les gens et qui vont vraiment les écouter. Ça, c'est la première chose. Donc, peu importe qu'ils fassent partie de l'immobilier ou d'un autre secteur. Dans mon équipe, j'ai un ancien comptable, j'ai effectivement une ancienne vendeuse en magasin qui a été manager aussi. Et enfin, j'ai un troisième profil qui était à la base dans la restauration et qui a fait 4 ans dans l'immobilier et qui a décidé lui-même de nous rejoindre. Mais donc, c'est vraiment des personnes qui sont attachées effectivement à ce service client. Donc, pour moi, c'est le premier critère. Le deuxième, c'est effectivement avoir la fibre commerciale parce qu'on peut pas faire ce métier juste effectivement pour faire visiter des biens. Il y a toute une approche à avoir et on en a parlé tout à l'heure. Donc, il faut vraiment avoir cette fibre commerciale, ne pas avoir peur d'aller vers les autres parce que c'est la base de notre métier. Et la troisième chose que, en tout cas, moi, je regarde au sein de l'agence, c'est quelqu'un qui aime travailler en équipe. Parce qu'on peut croire que c'est un métier solitaire, le métier d'agent immobilier. Et oui, ça peut l'être, comme tous les métiers de commerciaux. Mais l'union fait la force, effectivement. Nous, on fait des points le lundi, le vendredi, en semaine. On s'accompagne à différents rendez-vous. Même les collaborateurs entre eux s'accompagnent à certains rendez-vous parce que un va être plus technique, l'autre va être un peu plus commercial, l'autre va être un peu plus dans la communication. Donc, c'est important de tourner les uns avec les autres. Et par exemple, pour les estimations, quand on revient de l'agence après avoir préestimé un bien, on fait l'étude du dossier estimatif ensemble, puisque chacun va pouvoir apporter un peu sa pierre à l'édifice, donner son point de vue. Et surtout, un bien immobilier, ça peut être subjectif. Moi, je peux adorer une maison et par exemple, toi, Alexandre, tu vas pas autant l'aimer. Donc, ça reste humain parfois de vouloir un peu surévaluer ou peut-être un petit peu sous-évaluer. Mais notre métier, c'est d'être impartial. Donc, c'est pour ça que d'échanger avec l'équipe, c'est important et d'avoir un bon état d'esprit d'équipe. Ok, très bien. Écoute, on arrive à 40 minutes d'interview. Alors, je voulais te poser une dernière question. J'ai lu que le secteur de l'immobilier, ça va être un secteur qui va énormément recruter les prochaines années parce que forcément, les besoins augmentent, les besoins de logement. Donc, on voit qu'il va y avoir des notions des problématiques sans doute de recrutement, de formation, sans doute aussi d'outils, de digitalisation. Tu vois comment, toi, le monde du secteur immobilier d'ici quelques années, c'est quoi pour toi ta vision? Est-ce que tu as réfléchi à ça? Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui vont être plus faciles, plus compliquées? Alors, par rapport à mon expérience dans l'immobilier et surtout le passage, on va dire avec le Covid, Ouais, je dirais que c'est un métier qui va de plus en plus se digitaliser. Déjà, il y a 4 ans, quand je suis arrivée au sein de l'agence, bon, mon père est d'une autre génération, donc il n'avait pas les réseaux sociaux, un site internet effectivement qui n'était pas à l'image de l'agence. Donc, on a revu toute cette image virtuelle et déjà, on a vu les effets positifs. Après, avec effectivement cette crise, avec le premier confinement, on s'est encore plus mis sur les réseaux sociaux. Nous aussi, on a fait des petites interviews avec des partenaires de l'ordre de 3 minutes. Et effectivement, on a eu des retours positifs. Donc, on a continué sur cette voie, sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et je pense que c'est un métier qui, petit à petit, n'est plus vieillissant, qui, petit à petit, devient un peu plus jeune et qui s'adapte. Donc, ça va se digitaliser un peu plus. On va avoir, je pense, des vidéos. Alors, on en a déjà des vidéos, effectivement, d'agents immobiliers. Nous-mêmes, on le fait, de biens où on présente effectivement le bien de manière virtuelle. Il y a aussi des agents immobiliers qui font leur publicité en prenant les côtés humoristiques du métier. Il y en a certains qui commencent à être présents sur TikTok, qui est encore un réseau social plus jeune pour nous. ouais. Je pense qu'effectivement, il va falloir se digitaliser, peut-être faire une chaîne YouTube et peut-être qu'il va y avoir de nouvelles applications qui vont se mettre en place. Il y aura cette partie digitalisation qui va être plus importante, mais le contact direct humain reste primordial. Moi, je ne crois pas aux agences qui traitent tout en ligne. Ce n'est pas possible. C'est un acte anxiogène. Il faut voir la personne, il faut discuter, il faut voir les expressions pour s'adapter.
C'est vrai que bon, j'ai fait une visite virtuelle pendant le Covid. J'ai trouvé ça super parce que moi, je suis aussi des formations professionnelles. Hein, je suis très logiciel, très tech. Mais c'est vrai que quand j'ai visité la maison que j'avais vue en visite virtuelle et qui m'avait beaucoup plu, en physique, ça n'avait rien à voir. Ouais. Donc, je crois aussi qu'il faut quand même à un moment donné, comme tu l'as dit, hein, c'est l'achat d'une vie, donc c'est compliqué de faire que de la visite virtuelle. Par contre, ça peut te faire un premier traitement, c'est-à-dire que tu peux aussi voir que dans la visite virtuelle, la maison ne te plaît pas. Donc, ça n'a pas la peine peut-être de faire une vraie visite. Et il y a quelque chose aussi qui m'a interrogé dans les visites immobilières, c'est que souvent l'agent immobilier ne te donne pas l'adresse exacte quand tu vas visiter le bien. Et ce que je trouve, alors je comprends qu'il y a des notions de, vous avez peur que peut-être le client bypass l'agent immobilier, mais certains biens, en faisant une visite Google Maps, je savais que j'allais pas les acheter. Et je trouvais que c'était vraiment une perte de temps à la fois pour l'agent immobilier, à la fois pour le client. C'est quoi pourquoi déjà, enfin, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi l'agent immobilier ne donne pas l'adresse exacte et qu'est-ce que tu penses toi à un moment donné peut-être d'être plus transparent avec le client pour éviter de faire perdre du temps à chacun. Puis ce sera peut-être ça Alors ma moi, dernière je question. suis, ouais, non, mais je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Dans le maximum des cas, de notre côté, on donne l'adresse du bien. Ouais, Par contre, on précise bien aux acquéreurs, on prend leur nom, leurs coordonnées, qu'ils n'ont pas le droit de sonner chez la personne, chez le vendeur, puisque d'accord. on a un mandat exclusif, donc de toute manière, on est les seuls à pouvoir le vendre. Il ne peut pas effectivement passer hors de notre agence pour ce bien-là. Et que si ces vendeurs ont signé un mandat exclusif, c'est qu'ils ont envie d'être préservés et de ne pas avoir des appels et des toc-toc intempestifs. Donc, il y a vraiment ce devoir un peu de confidentialité. Mais pour éviter de faire perdre du temps à nos clients et à nous-mêmes, on leur donne effectivement D'accord. Toi, tu l'adresse donnes l'adresse, pour ouais. qu'ils Ok. puissent voilà, géolocaliser dans les mandats effectivement exclusifs. Et je préviens mes vendeurs que je donne la plupart du temps les adresses à mes clients pour ne pas perdre de temps. Parce qu'effectivement, si ça correspond pas au niveau du secteur ou parce qu'il y a un vis-à-vis avec une résidence, ça sert à rien de visiter, on est d'accord. Par contre, il y a un autre type de mandat. Quand on a un mandat simple, on est plusieurs agences à pouvoir vendre le bien. Le vendeur peut aussi le vendre par lui-même. Là, c'est un peu risqué, effectivement, de donner l'adresse. D'accord. Voilà, tout Parce que simplement. ça arrive souvent, ça, les particuliers qui vont se passer de l'agent immobilier, qui vont aller en direct pour économiser peut-être les frais d'agence, c'est ça? Oui, 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 tout à Ah, fait. Effectivement, ça peut arriver. Donc nous, c'est pour ça qu'on travaille principalement en mandat exclusif. Mais quand on est en mandat simple, je peux comprendre que certaines agences ne donnent pas l'adresse. Pour être totalement honnête, nous non plus, hein, quand on est en mandat ok. simple, on va pas communiquer l'adresse. Par contre, on a un devoir d'information et de transparence. Si je vois que par rapport à tes critères, tu me dis je veux que ce soit absolument calme et que Mm. juste derrière, on a une route qui est passante, je te dirais, on a une route qui est passante, on n'est pas totalement calme. Ouais, Au moins que tu aies toutes les informations. c'est exactement ce qui m'est arrivé plusieurs fois. Effectivement, c'était un peu un de mes critères. Et juste avec une recherche Google Maps, tu le vois en fait, ça. Exactement. Et parfois c'était pas bien expliqué, j'avais pas l'adresse et quand j'arrivais sur le bien, je voyais la route derrière et j'étais là, voilà, j'ai perdu 1 heure de ma Exactement journée. et l'agent immobilier aussi en plus, puisque lui, tant qu'il Bah a oui, pas vendu, il est pas rémunéré. Donc là, en fait, il a perdu 1 heure également de son temps. Donc au sein de l'équipe, c'est des choses, qu'on ne fait pas, qu'on essaye au maximum de ne pas faire, en donnant les plus, en donnant les potentielles remarques qui peuvent avoir lieu, suite à une visite et surtout, on connaît nos clients. Donc on sait, ce qui peut éventuellement leur correspondre et ce qui ne leur correspond pas. OK, très bien. Bon, bah, super Sophie, est-ce que tu veux ajouter quelque chose, sur ce sujet de la vente dans l'immobilier ou on passe aux questions de la fin? Bah, juste que c'est un métier en tout cas passionnant qui, nous prend aux tripes et c'est un métier qu'on vit, au quotidien et presque 7 jours sur 7. Je dirais pas 24 heures sur 24 parce qu'il faut dormir, Ouais. mais c'est un sujet qui est qui est beaucoup d'actualité, donc on en parle, à titre perso et à titre pro. Bon, très bien. Bah, en tout cas, j'espère que ça aidera les gens qui veulent se lancer dans le secteur ou les gens qui sont déjà dans le secteur et qui ont appris des choses aujourd'hui et qui se sont dit: «Tiens, ça, c'est une bonne idée, je vais le tester». Alors, j'espère que ce sera
pas tes concurrents qui appliqueront ces idées, mais bon, après, chacun le fait à sa manière, donc ils peuvent copier, mais peut-être pas égaler, on va dire. Oui, voilà, exactement. Très bien. Est-ce que toi, Sophie, alors on a compris que c'était très prenant ton métier. Est-ce que malgré ça, tu as du temps pour lire du contenu, progresser dans la vente? Est-ce que tu as des choses à conseiller aux auditeurs? Alors, je dis lire, ça peut être écouter ou regarder. Ouais. Oui, tout à fait. Moi, il y a un livre que j'ai presque fini de lire et que je trouve très intéressant. C'est Vendeur d'élite de Michael Aguilar, où il y a plusieurs exemples de vendeurs effectivement qui sont très bons dans leur métier et de différents conseils qu'ils nous donnent et astuces par rapport à leur quotidien et ce qui fait qu'ils en sont arrivés à ce succès. Ouais, c'est un peu une bible. Je lui ai proposé de venir dans le podcast. Alors, il n'accorde pas d'interview. J'espère néanmoins l'avoir un jour, peut-être pour la 100e. On verra. Et ouais, ce serait génial parce que vraiment, c'est une stature dans le milieu commercial, je trouve. Ouais. Après, ça va te faire sourire, mais moi, j'ai bien aimé. Je l'ai donné à mes collaborateurs, le livre La vente pour les nuls. Alors, même si on n'est pas nuls, puisqu'on a de l'expérience depuis un certain nombre d'années dans la vente, mais ça rappelle certains basiques et je trouve que c'est toujours intéressant de revoir les bases. Après, dans l'immobilier, récemment, j'ai lu Agent immobilier, 100 conseils, méthodes et astuces pour réussir. Ça va récapituler un petit peu notre interview, puisqu'effectivement, c'est les différents moyens de prospection, les deux visions entre acquéreurs et vendeurs. Donc, je trouve que c'est intéressant. Et après, ce que j'écoute, t'es mon seul podcast que j'écoute parce que je trouve ça intéressant d'interviewer des personnes de secteurs surtout différents, mais toujours dans le milieu un peu commercial. Et comme ça, chacun peut s'inspirer les uns des autres pour en tirer les meilleures idées. Ouais. Alors c'est vrai que j'essaye d'interviewer des gens de secteurs différents. Bon, il y a des secteurs qui reviennent beaucoup. C'est notamment le secteur de la tech. Tu arrives quand même à retirer des choses quand c'est des secteurs comme la tech où ça peut être quand même très différent de ton secteur. Oui, parce qu'il y a toujours des bonnes idées à prendre, que ce soit dans la manière de travailler, de fonctionner, même de réfléchir, ou alors des idées de communication. Donc, c'est intéressant de connaître le parcours de la personne et de savoir ce qu'elle fait pour se différencier et pour en arriver là où elle est. Très bien. Bon, très bien. Ensuite, est-ce que tu as des routines ou des outils que tu utilises au quotidien pour progresser? Alors, moi, ça va être principalement, il y a une grosse partie qui est sport. Ouais. Je vais le matin faire des étirements, un peu de yoga, visualiser ma journée de manière positive. Et je pense ce qui m'a aidé à ce niveau-là, c'est mon parcours de gymnaste où il fallait visualiser à chaque enchaînement, avant chaque agrès, il fallait visualiser effectivement son enchaînement. Donc c'est un peu la même chose que j'applique le matin. Alors pas tous les matins, mais j'essaye de le faire au maximum. Je trouve ça agréable de se réveiller avec une petite musique et en s'étirant. Et après, j'essaye au maximum soit d'aller surfer, soit de courir le matin tôt ou entre midi et 2 ou le soir. Alors, ça dépend de mes rendez-vous et aussi des marées pour le surf. Mais ça me permet soit de me vider la tête et de ne penser à rien et donc de repartir en étant plus créative, on va dire, et surtout avec plus d'énergie. Soit ça me permet aussi de réfléchir à certains dossiers pendant ces moments-là. Donc, c'est vrai que le surf, ça a vraiment ce côté, tu te vides la tête, tu te vides aussi de pas mal d'énergie, mais c'est vrai que quand tu es dans les vagues, et cetera, en général, tu penses pas trop aux problématiques professionnelles. Donc ça, c'est vraiment cet effet du surf que je pense beaucoup de gens apprécient, ouais. Ça permet de couper et puis on n'a pas son portable dans le surf. Enfin, en tout cas, moi, Ouais. j'ai pas de montre connectée et j'en veux pas. Donc, le but, c'est vraiment de se vider la tête et de profiter du moment présent. Et c'est ce qui permet après de mieux revenir et d'être plus d'attaque sur ces dossiers. Donc, je pense qu'effectivement, le sport, ça a une place très importante dans mon quotidien. Et après, comme on l'a vu, c'est effectivement les formations et auto-formation avec l'équipe. Ok, très bien. Est-ce que tu as une compétence que tu aimerais bien avoir que tu n'as pas aujourd'hui et que je pourrais te donner avec une baguette magique? Est-ce que tu as réfléchi à ça?
Alors, avec une baguette magique, moi, j'aimerais en un coup d'œil comprendre exactement ce que veulent mes clients et qui ils sont. D'accord. Bah, tu y arrives Ça quand peut même, être pas mais mal, mais après, voilà, ça prend beaucoup de temps. Mais ouais, c'est ce qui est intéressant aussi du métier. Donc, je suis pas sûre que je demanderais ça, mais là, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. ouais. Bah, écoute, t'as un épisode que j'ai fait il y a 2 ans maintenant qui s'appelle Les super pouvoirs des questions avec Olivier Guérin. Donc ça te donne déjà quelques billes pour t'approcher de ce pouvoir. Bon, mais super, mais j'écouterai alors après. Voilà. Et bon, bah très bien. Sophie, j'ai une dernière question pour toi. Si tu peux, si tu as une carte blanche pour inviter n'importe qui sur ce podcast, tu invites qui? Alors, sans hésiter, Laetitia Arnoux, qui a créé sa propre entreprise Ubiscape. C'est un Ouais. escape game à domicile ou en entreprise. Donc, elle s'adapte effectivement soit aux événements personnels, soit aux événements professionnels. Et je trouve que c'est un concept intéressant. Donc, je te conseillerais de l'interviewer. Puis, elle a une grosse dimension commerciale par rapport à son passé. Et je pense que ça peut vraiment t'intéresser. Ok, très bien. Je crois qu'en plus, je l'ai déjà croisé sur des pitchs de solutions dans des grosses entreprises. Donc, bah, avec plaisir, Sophie. Écoute, on a fini l'épisode. Si on veut te contacter parce qu'on cherche un bien dans la région basque, on te contacte comment? Alors, à travers effectivement mon téléphone, mon mail et à travers l'agence qui est Awimo64, c'est AWIMO64. On est situé sur Anglette et je sais pas si là sur le podcast j'ai le droit de donner les coordonnées ou pas. Oui, oui, vas-y, pas de problème. Ouais. Donc après voilà, vous pouvez en tout cas m'appeler directement sur mon portable au 06 24 23 49 60 ou directement par mail tout simplement agence@awi2mo64.com. Ok, bah écoute, j'espère que cela t'apportera quelques acquéreurs, quelques vendeurs aussi, pourquoi pas. En tout cas, merci Sophie pour cette heure passée dans l'héros de la vente. Sujet hyper intéressant puisque ça nous concerne tous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le noter, ce podcast 5 sur 5, hein, ça m'aide à être visible dans les classements et à me récompenser du temps passé. Et puis je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter qui s'appelle Les Chroniques de la Vente. Je vous mets le lien dans les notes du podcast. Sophie, à bientôt. Oui, à très vite Alex et merci beaucoup en tout cas pour cette super expérience. Ouais, merci à toi, à bientôt. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Quelques infos avant de vous laisser. Donc, nous avons créé, en plus de la newsletter et du podcast, un TikTok sur la vente. Donc, vous tapez les héros de la vente sur TikTok, vous allez tomber dessus. J'espère que ça vous plaira. Nous avons aussi travaillé pendant 6 mois pour sortir un playbook de vente. Je vous en ai parlé un peu en intro. Donc, c'est un guide de 50 pages qui répertorie tous les conseils que j'ai eus dans ce podcast pendant 2 ans. Donc il y a un gros travail qui est fait là-dessus. On le vend 49 € sur notre site internet vyfe.fr, vyfe.fr. Vous pouvez le télécharger, l'avoir en PDF, en Word, en Google Doc, etc. Et surtout, je vous conseille de le mettre à votre sauce, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre vos propres informations dans ce playbook et vous allez pouvoir le passer à vos collègues. Et ça va vous aider à faire des rendez-vous, à prospecter, à closer, à négocier. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Pour ceux qui ont écouté le podcast jusqu'ici, il y a un code promo, c'est VYFE20, donc V majuscule YFE 20, et vous pourrez avoir un code promo, une remise de 20% sur le playbook. Voilà, c'est pour vous remercier d'avoir écouté jusqu'à la fin ce podcast. À bientôt tout le monde!